Donc, je vais tout d'abord commencer par, présenter. Donc, déjà merci, à monsieur, Dumouriez, présent pour cette seconde semaine des métiers du droit. Alors monsieur Dumouriez est titulaire d'une maîtrise en droit public général. Il est spécialisé dans l'information juridique professionnelle et désormais il occupe la fonction de directeur de la rédaction du Monde du droit, et préside le cercle des journalistes juridiques. J'espère que la présentation vous convient. Donc, le Zoom, il sera en 2 parties. Donc une première partie, qui consiste en, une présentation, de monsieur Dumouriez qui va nous parler de son parcours, de ses expériences et de sa profession en général. Et il y aura une deuxième partie où les étudiants présents pourront poser leurs questions et attendez, j'admets les gens qui sont en salle d'attente. Du coup, il y aura une deuxième partie où les étudiants pourront poser leurs questions, en utilisant la fonctionnalité, lever la main. Donc nous pouvons laisser la parole à monsieur Dumouriez, pour débuter cette visioconférence. Je vous remercie pour, cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être, avec vous pour, cette semaine, virtuelle des métiers du droit que vous organisez. Ça permet, je crois à vous étudiants, de découvrir pas mal de professions et peut-être, soit confirmer des choix que vous avez par rapport à certaines professions, soit peut-être nourrir d'un nouvel intérêt pour une profession. Donc, aujourd'hui, bah, comme, ça a été présenté, je suis journaliste juridique. Donc aujourd'hui, vous on va parler ensemble de journaliste juridique, de mon parcours et de ce que c'est un journaliste juridique. Qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Quelles sont ses missions? Comment il travaille? Voilà un peu, ce sur quoi je vais intervenir aujourd'hui. Je vais, commencer, tout d'abord par vous, rappeler mon parcours brièvement. Parce qu'effectivement, journaliste juridique, on peut, y venir par plusieurs biais. Soit, par le biais d'une école de journalisme classique et après je dirais, on spécialise, on a un intérêt pour le droit. Alors soit parce qu'aussi en parallèle, on a fait des études de droit, soit parce que, on se trouve intéressé par le droit du coup, on va, travailler dans une rubrique, juridique, soit dans la presse nationale ou dans la presse spécialisée. Donc et puis il peut y avoir le cursus, je dirais qui est le mien, c'est-à-dire avoir une formation de juriste et tomber, dans le journalisme juridique, ce qui a été mon cas. Donc puisque je suis juriste de formation, j'ai une maîtrise de droit public, et puis j'ai commencé, donc après, ma maîtrise par, travailler dans des cabinets d'avocats internationaux comme documentaliste juridique. Donc, à l'issue de mes études de droit, justement, je me cherchais un peu. Je voulais pas m'orienter, dans, je dirais les professions, classiques, avocat, magistrat, parce que j'estimais qu'il fallait être passionné pour ces métiers et j'avais pas cette fibre pour ces métiers et du coup, comme j'avais fait quand même des études, de droit et que j'aimais ça, je me suis dit: «C'est dommage de justement de pas mettre à profit ces études» et je suis tombé par hasard sur un stage de documentaliste, à l'époque, c'était au cabinet Gide. Et puis comme ça m'a plu et comme ils ont été intéressés par mon stage, ils m'ont embauché en CDD et j'ai commencé comme ça. Donc j'ai fait quelques années, j'ai fait une année chez Gide, puis après, 2 ans chez, Landwell comme documentaliste juridique, où j'effectuais des recherches pour les avocats dans le cadre de leurs dossiers, recherches soit de la veille juridique sur des travaux parlementaires, soit sur de la jurisprudence. Et puis, en parallèle, j'écrivais aussi, sur le site internet du cabinet. On faisait une veille, pour les clients et c'est comme ça qu'est un peu né, mon goût pour l'écriture, journalistique, on va dire, même si à l'époque, c'était loin d'être, de l'écriture journalistique. Ça se bornait à des petits résumés, sur l'actualité juridique et l'actualité jurisprudentielle. Donc mais ça commençait disons à nourrir chez moi un vif intérêt pour l'écriture et puis parallèlement à ça, donc c'était début des années 2000, il y avait tout le mouvement de création des sites web, des premiers sites web,
en France et notamment dans le domaine juridique. Et j'ai commencé, et j'ai créé mon site juridique puisque je faisais de la veille pour les cabinets d'avocats. J'ai créé mon site juridiconline.com qui existe toujours, qui a plus maintenant, 19 ans, presque 20 ans. Voilà, j'ai créé ce site de veille juridique dans l'idée de, voilà, de partager, ce que je savais faire et mon goût donc pour l'actualité juridique. J'avais créé un annuaire de sites juridiques. Au départ, c'était un annuaire de sites juridiques que j'ai enrichi, par de l'actualité juridique pour, donner un côté plus, vivant. Et ce site internet a eu, une certaine notoriété. J'ai eu, 50 000 visiteurs, uniques par mois à l'époque, ce qui était pas mal pour un site personnel. Et donc, j'ai été sollicité ensuite, par un certain nombre de sociétés. J'ai eu pas mal d'opportunités, dont l'une chez achatpublic.com qui cherchait quelqu'un pour créer des contenus juridiques en matière de marché public. Et donc j'ai atterri chez eux comme ça, par le biais de mon site et donc j'ai fait quelques années chez eux pour créer une base de données juridique, donc sur les marchés publics, créer des contenus d'actualité, voilà et pareil grâce à cette nouvelle, expérience, ça m'a permis d'être débauché après dans l'édition juridique aux éditions VK, voilà, qui étaient intéressés par mon parcours justement, online aussi et sur le côté juridique. Donc où là, j'étais en charge, pareil, de développer les contenus, donc pour un éditeur spécialisé, dans les collectivités locales. Donc il faisait différents, ouvrages, à l'époque, plutôt papier et qui avaient envie de digitaliser ces contenus. Et donc ils m'ont recruté pour ça, pour mettre tout leur contenu juridique pour les collectivités locales sur internet et donc j'ai fait ça aussi quelques années, jusqu'à être débauché en 2010 par mon patron actuel, donc Legal News, donc qui a été racheté à l'époque, donc par mon patron actuel à l'ancien propriétaire Dominique Janssen, qui était avocat, qui a créé Legal News. Et donc comme lui, il était ingénieur de formation et il n'était pas du tout du métier, il a cherché un rédacteur en chef et il était tombé, sur mon site web Juridique Online. Il avait bien aimé aussi mon parcours et du coup, c'est dans ce contexte-là que j'ai pris, en charge la rédaction, de Legal News et du Monde du droit, que j'occupe toujours donc depuis 2010. Donc j'ai la responsabilité de 7 ou 8 sites internet dont les plus importants, donc Legal News, site de veille, juridique, dédié aux avocats et aux juristes et Le Monde du droit, magazine d'actualité, juridique, qui s'intéresse à l'ensemble du monde du droit en général, que ce soit, les avocats, les juristes, les notaires, mais aussi tous les nouveaux acteurs comme les legal tech. Voilà, donc un peu sur mon parcours. Donc c'est vrai que c'est un parcours assez atypique puisque, je ne suis pas journaliste de formation comme vous l'avez compris, mais que j'ai appris sur le tas. Donc ça montre aussi, qu'on n'est pas obligé de faire une formation de journaliste. Même si c'est vrai que c'est conseillé, c'est mieux si on a dans l'idée de faire journaliste, c'est mieux de commencer par une formation de journaliste. Mais si jamais, voilà, cet intérêt pour cette profession, se fait, plus tard, comme ça l'a été pour moi, c'est pas, voilà, c'est pas interdit de pouvoir le faire, bien au contraire. Vous voyez qu'avec, mon expérience, montre qu'on peut arriver par d'autres biais et je ne suis pas le seul dans la profession. Il y a plein d'exemples comme ça de gens qui ont commencé par un autre métier, dans le domaine du droit ou pas, et qui sont arrivés dans le journalisme juridique. Alors c'est vrai que c'est plus facile quand on a un lien avec le droit évidemment, d'être journaliste juridique, mais par exemple, on peut faire une formation de journaliste classique et après se tourner vers le journalisme juridique. Voilà, vous savez qu'il y a peut-être il y a différents maintenant, masters, il y en a un, je crois, à Aix-Marseille notamment, qui a une spécialité, de journalisme juridique. Il y a le master 2 aussi de Paris 2, communication, juridique et sociologie du droit et de la justice, qui aussi prépare, à être journaliste juridique. Voilà, il y a quelques formations qui existent quand même, spécialisées, pour le journalisme juridique.
mais on peut, voilà, y arriver par, d'autres biais. Alors, journaliste juridique, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que l'on fait? Journaliste juridique, c'est, traiter l'actualité juridique, s'intéresser à ce que font les professionnels du droit. Vous avez peut-être vu au cours de cette semaine justement des métiers, du droit, avocats, magistrats, notaires, j'ai parlé aussi des legal tech. Et faire des articles sur, ce qu'ils font, sur la jurisprudence, sur l'actualité juridique, sur, leur parcours. Donc par exemple, sur le monde du droit, je couvre quotidiennement, donc l'actualité de tous ces professionnels. C'est-à-dire que je vais aller à la fois faire, des articles, comme je vous disais, sur l'actualité juridique. Donc là, par exemple, j'ai parlé d'une mission parlementaire, ce matin sur le droit des entreprises en difficulté. Il y a un parlementaire qui a fait un certain nombre de propositions pour améliorer, l'efficacité de ce droit. Mais aussi vous allez trouver, tout ce qui est, nomination, dans les cabinets d'avocats d'affaires. Donc, dans les cabinets d'avocats d'affaires, il y a une hiérarchie, une organisation hiérarchique du cabinet, les plus importants entre guillemets étant les associés. Et puis en bas de la pyramide, on a les collaborateurs et donc les avocats d'affaires sont intéressés pour savoir quels sont les mouvements, dans les avocats d'affaires, qui, devient associé dans tel cabinet, qui, passe d'un cabinet à un autre et donc moi j'ai un petit carnet justement de nominations où je fais état des nouvelles nominations dans les cabinets et cetera. Et puis ça peut donner lieu après à des interviews sur, justement les personnes, qui ont quitté, les cabinets et pour, expliquer pourquoi ils partent, pourquoi ils arrivent dans le nouveau cabinet, quels sont les objectifs et cetera. Revenir aux besoins sur leur parcours, donc il va y avoir aussi des contenus comme ça. Et ensuite, après, il y a tout ce qui est rapport, études aussi qui peuvent être intéressants. Par exemple, aujourd'hui, j'ai parlé d'une étude sur les notaires, comment ils vivent la crise, actuelle. Voilà, donc on va s'intéresser sur le monde du droit, à tout ce qui fait, la vie des professionnels du droit, et puis, faire des papiers, donc quotidiennement. Faire des papiers, ça veut dire et ben, interroger les gens, se renseigner sur eux. Le journaliste juridique dispose déjà d'un carnet d'adresses, d'un réseau, et puis après qui s'enrichit, au fil de sa carrière et donc qui lui permet de contacter pour les besoins de son article, les personnes suivant le sujet. Il va avoir, plus ou moins de contacts et donc il va interroger, les personnes de ses contacts et après, s'il n'a pas les contacts et ben, il va se renseigner pour obtenir les contacts pour pouvoir faire son article. Donc il y a toute une partie, justement, donc relationnelle. Donc il faut aimer, justement aller au contact des gens, être curieux pour savoir poser les bonnes questions de manière à après, rendre compte de ça dans son papier. Donc ça, je dirais des 1res qualités qu'il faut avoir pour être journaliste juridique, c'est d'être curieux et voilà et de pas être «timide» entre guillemets, mais après on est tous au début, forcément il y a de l'appréhension à aller vers les autres, mais petit à petit on perd cette appréhension. Il y a ce côté-là donc pour le rechercher un sujet et après, évidemment, il y a toute la partie écriture donc faut aimer rédiger, donc bon ça déjà, je dirais pour les juristes, c'est un bon point de départ parce que vous avez l'habitude de rédiger. Souvent donc vous rédigez déjà bien en général, donc c'est toujours un bon point de départ pour vous. Après, je dirais la difficulté pour les juristes, c'est la concision. Parce que le journaliste, on essaye alors moi je parle parce que j'ai une expérience de média web, c'est moins vrai dans la presse papier où là on a plus, on peut avoir plus
le loisir d'écrire plus long, quoique des fois il y a des formats de rubriques où on est contraint quand même dans un format. Mais disons, le web, le format web impose la concision. Donc c'est la principale difficulté en général pour les juristes, c'est savoir, être concis, dans son propos et essayer d'éviter aussi, il faut penser alors tout dépend du public auquel on s'en adresse. On adapte son écriture journalistique par rapport aux gens pour lesquels on écrit. Donc par exemple, moi je m'intéresse aux professionnels du droit, donc je peux avoir un langage un peu technique puisque je m'adresse à des avocats, des magistrats, à des notaires qui connaissent bien le vocabulaire juridique. Mais par exemple, quelqu'un qui écrit, dans la presse, grand public, on va dire, il rentrera moins dans le vocabulaire technique parce que sinon il risque de perdre ses lecteurs. Donc en fonction de ses lecteurs, on adapte son langage, son écriture, les sujets aussi. Les sujets vont être différents. Alors moi, comme je suis, sur les sites professionnels, j'aurai des sujets qui vont être vite techniques et justement, par opposition à la presse, on va dire grand public, où on aura des sujets, «plus triviaux» entre guillemets, où on rentrera moins dans la technique juridique, voilà. Même si on peut expliquer un texte de loi, mais on va plus vulgariser, tandis que de mon côté, même s'il y a l'idée de quand même le journaliste doit pouvoir, rendre intelligible le droit, on ne vulgarise pas de la même manière quand on s'adresse aux professionnels dont on sait qu'ils ont déjà des connaissances, importantes, sur les sujets que l'on traite. Donc ça, c'est important de savoir pour qui on écrit, donc de savoir écrire comme je l'ai dit, d'avoir déjà une plume. Alors on part tous d'une base et comme je l'ai dit déjà les juristes, vous avez une bonne base de départ, parce que vous savez déjà tous écrire, mais avec cette idée de quand même d'être concis et d'être aussi didactique. L'idée, le journaliste, il est là pour, apprendre, de faire apprendre des choses, rendre compte d'événements. Ça fait partie aussi des choses justement. Alors là, avec le contexte actuel, il y a plus d'événements, en présentiel, quasiment plus, mais il y a des événements comme, aujourd'hui ce live, des visioconférences que l'on rend compte, dans nos papiers et on rend compte des échanges. Donc ça fait partie aussi des types d'articles que l'on fait, des comptes rendus d'événements, de tables rondes où on va, justement rendre compte des échanges pour dire un peu les tendances sur un sujet, quelles sont les problématiques, juridiques hem, qui ont été débattues, les éventuelles solutions s'il y en a, les questions qui restent en suspens. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant de pouvoir rendre compte des débats et en même temps assez compliqué parce que vous allez avoir parfois une table ronde avec 5, 6 intervenants avec des points de vue, différents et il va falloir, en rendre compte dans un papier comme je vous ai dit, concis, donc pour les formats web, en général, les papiers classiques, c'est 2 500 signes, espace compris, ça va faire une page A4 pour que vous ayez une idée, Word, voire, ça peut faire le double, grand maximum 5 000 signes, espace compris. Mais voilà, pour que vous ayez une idée, sur le web, on est dans des formats, courts, il y a des brèves, qui font, 600 signes aussi pour juste dire, tel député va rendre un rapport sur telle question ou telle loi est publiée au JO et on redonne les grands aspects, par exemple. Mais après, on a des papiers un peu plus étayés, mais qui restent dans un quand même dans un espace, je dirais, assez contraint en termes de signes. Voilà parmi les types d'articles, qu'on peut avoir. Vous allez avoir aussi, vous pouvez faire des articles plus, éditorialisés. Donc c'est rien certains vont faire des éditos aussi. Donc où là, le journaliste va donner un point de vue, hein, ça va être, il va prendre un sujet, par exemple, prenons la loi Dupond-Moretti qui vient de sortir. Et il va prendre un parti pris en disant, bah, soit c'est une bonne loi, soit c'est une mauvaise loi, par exemple, pour être binaire. Voilà, ça peut être entre les 2 aussi, hein. Mais l'idée de l'éditorialiste, c'est de donner son point de vue et de donner tout de suite un sentiment. Donc un édito, c'est fait pour être assez court, et de tout de suite donner son point de vue.
Donc ça, c'est aussi un moyen de positionner, son média, en exprimant des points de vue, de temps en temps par le biais d'un éditorial. Ces points de vue, vous pouvez aussi les faire passer dans les papiers, bien entendu, quand vous faites des papiers d'analyse. Après, vous pouvez dire, vous pouvez ressortir les points qui font défaut d'un texte, les faiblesses d'un texte, ou les points forts, à contrario, d'un texte. Donc ça aussi, ça fait partie de l'analyse, du journaliste. Au travers de son article, il va dégager un certain nombre de choses. Voilà. Donc ça, c'est aussi ça fait partie de l'intérêt, je dirais, du métier, c'est-à-dire de pouvoir, avoir une expertise. Alors c'est sûr, quand on débute, on n'a pas suffisamment, de matière pour pouvoir justement analyser, telle ou telle, disposition, mais, plus on avance, plus on acquiert justement cette expertise et plus on est à même de faire de l'analyse et ce que c'est aussi ce qu'on attend d'un journaliste juridique, c'est que surtout sur des sujets qui peuvent, comme je l'ai dit, plus ou moins techniques, qu'ils fournissent des grilles de lecture pour ses lecteurs et de dire voilà ce qui si ça si c'est plutôt une avancée ou si plutôt on est en retrait par rapport au droit positif, par exemple. Donc le journaliste aussi, il va chercher l'information, mais aussi il y a un certain nombre d'informations qui viennent à lui. Comment? Soit par, comme je vous l'ai dit, par son réseau, donc quelqu'un va l'appeler à la rédaction pour lui faire part d'une information ou lui adresser, un mail pour lui faire part d'une information. Ça peut être un communiqué de presse, donc on reçoit, chaque jour, des dizaines de communiqués de presse, qui nous informent sur tel ou tel, sujet, telle ou telle action, voilà et donc nous on prend en compte cette information et on revient vers l'émetteur de l'information pour lui demander des détails et cetera, si ça nous intéresse. Donc ça, il y a une partie aussi où on nous adresse des informations et le journaliste, il doit toujours vérifier les informations. C'est la base du journaliste, c'est, que ce soit il soit journaliste juridique ou pas, n'importe quel journaliste, il doit vérifier l'information qu'on lui soumet. Donc ça aussi, ça fait partie du travail du journaliste et du journaliste juridique. Donc vérifier les informations qu'on nous transmet, parce que forcément, quand on nous envoie un communiqué de presse, on veut nous emmener quelque part et nous faire part. Souvent, les termes sont un peu élogieux à l'égard de l'émetteur de l'information. Donc voilà, c'est toujours, habillé de c'est normal, ça fait partie de la communication et donc après le journaliste doit se saisir de l'information et se demander: «Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à cette information? Et moi, qu'est-ce qui m'intéresse en tant que journaliste, pour faire valoir cette information?» Donc ça fait partie des choses aussi, les communiqués de presse et après au-delà de ça, il y a les conférences de presse. En ce moment, donc pareil, c'est plutôt des visioconférences où là, c'est un événement important. Par exemple, il y a une décision de justice qui vient de se prendre important et il y a un certain nombre de parties prenantes, de l'affaire. Par exemple, les avocats d'une des parties, qui veulent communiquer, ils font une conférence de presse. Ça peut être, à la sortie d'un rapport, voilà, il peut y avoir une conférence de presse par, les auteurs du rapport. Ça peut être, souvent la chancellerie, le ministre de la Justice qui fait des conférences de presse pour faire un certain nombre d'annonces. Donc tout ça, tous ces événements, les journalistes juridiques, sont conviés, à ces événements, pour que, derrière, il y ait des papiers tout simplement. Donc de la même manière, voilà, suivant l'intérêt du sujet, par rapport à votre publication, vous allez, choisir d'assister ou pas à cette conférence. Alors suivant si vous êtes une petite ou une grande rédaction, alors moi à la rédaction, j'ai 3 personnes sous ma responsabilité, 4 même, puisque j'ai une stagiaire actuellement. Donc j'ai 2 personnes qui travaillent, sur, Legal News, un des sites, que je vous ai dit. Une autre personne qui travaille alors c'est, sur Le Monde du Chiffre, qui est une publication dédié aux experts comptables et commissaires aux comptes, qui est également sous ma responsabilité et moi, je suis à 100 quasiment sur le monde du droit, voilà et
Et si j'ai des besoins spécifiques, sur le monde du droit, je demande à mon collègue parfois qui travaille sur le monde du chiffre de m'aider pour assister à une conférence de presse, si c'est une conférence importante, qu'il puisse y assister à ma place et vice versa, on s'aide mutuellement. Mais parfois, bon, parfois on n'a pas la possibilité de se remplacer, ça dépend de la taille des rédactions et auquel cas, ben, si on ne peut pas assister à la conférence de presse, on essaye d'avoir les protagonistes de la conférence de presse, pour avoir les informations tout simplement, voilà. D'une façon ou d'une autre, on essaye après de se renseigner si on ne peut pas assister, aux conférences de presse. Après, il y a beaucoup en ce moment ce qu'on appelle les briefings presse. Donc là, ben, c'est pas co comme une c'est presque comme une conférence, mais il y a pas d'échange. Autant dans la conférence de presse, vous avez un temps où les protagonistes expliquent, pourquoi ils sont réunis, ils font cette conférence de presse, voilà et ensuite il y a un temps d'échange questions-réponses. Les briefings presse, quoique maintenant des fois il y a un temps d'échange-réponse, mais en général, c'est plus pour émettre une information. Donc, par exemple, ça va être la chancellerie qui va faire un briefing sur tel ou tel sujet pour que tous les journalistes soient au courant d'une information qui va sortir le lendemain, pour que dans la presse, il y ait des articles, dans la presse juridique, des articles sur le sujet. Ça s'est passé comme ça sur la loi, par exemple, Dupond-Moretti. Donc la veille de la présentation au conseil des ministres, il y a eu un briefing presse où la chancellerie a expliqué pourquoi, le garde des Sceaux souhaitait sa réforme, quelles étaient les principales dispositions et cetera, de manière à ce que les journalistes, bah, derrière, ils aient tous les éléments pour faire leur papier. Donc ça, c'est les briefings presse, ça se passe par téléphone. Il y a un numéro de conférence et sur lequel, bah, la chancellerie communique toutes les informations et ça, toutes les grandes institutions le font, mais aussi ça peut être après, le fait de professionnels aussi qui font un briefing sur tel ou tel sujet. Voilà, après on peut poser quand même quelques questions, mais l'idée c'est plus d'émettre une information et pour que derrière il y ait les papiers tout de suite. Ensuite, on va avoir, aussi, tout ce qui est alors moi une partie de mon activité au-delà de produire des articles, c'est aussi de faire, des événements ou participer à des événements, puisque je ne suis pas simplement journaliste juridique, je suis directeur de la rédaction, donc je représente ma rédaction et nous, le monde du droit organise un certain nombre d'événements, de tables rondes, et ma responsabilité, c'est d'animer, ces tables rondes. De manière à faire exprimer les points de vue des différents intervenants, tout simplement. Donc, ça va être des tables rondes, en général, c'est 1 heure et demie, mais ça peut être plus, hein, 1 heure et demie et où on peut avoir 3, 4, 5, 6 intervenants et le but, le rôle du journaliste juridique, ça va être, de faire en sorte que, tout le monde puisse s'exprimer, de poser les bonnes questions pour animer la table ronde et faire en sorte, bah, qu'on ait vu un peu toutes les problématiques, juridiques soulevées, par, la question objet de la table ronde, et faire, réagir, les différents intervenants, les faire rebondir sur les propos des uns et des autres. Voilà, donc ça peut être, c'est pas obligatoire, mais ça fait partie, ça peut être une des facettes. En tout cas, moi, ça fait partie de mes attributions d'organiser, les échanges et aussi je prépare aussi quand on fait nos événements, c'est moi qui choisis les intervenants, enfin qui choisis, je propose aux intervenants, de participer à la table ronde et après ils acceptent ou non d'y participer. Donc je choisis à la fois le sujet, les intervenants et ensuite j'assure l'animation le jour J de la table ronde. Donc ça, c'est des choses que je fais, plusieurs fois dans l'année, on va dire 4, 5 fois pour le compte de ma publication et parfois ça m'arrive aussi de le faire, pour le compte, d'institutionnels, voilà, de gens qui font des événements et qui ont besoin, qu'un journaliste juridique anime les débats, voilà. Donc je le fais de temps à autre aussi, donc en tout, je dois le faire dans l'année peut-être une quinzaine de fois, on va dire.
Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce que, ça permet, bah, aussi de rencontrer des gens, voilà, de mieux connaître, un sujet. Alors c'est pareil, c'est comme tout, hein, au début, c'est pas évident d'organiser une table ronde, d'organiser les échanges entre les intervenants, et plus on en fait, plus on apprend. Ça fait partie des choses, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose d'obligatoire dans le métier. Il y a plein de journalistes, même peut-être la majorité, qui ne font jamais ça. Donc après, c'est aussi, ça dépend du goût, ça dépend aussi parfois, bah, de son employeur. Si votre employeur, il vous dit: «Il faudra animer, ça fait partie de vos missions», bah, là, vous n'y couperez pas. Mais disons que c'est pas un passage, obligé. Alors comme je l'ai dit, moi je ne suis pas simplement journaliste juridique, je suis directeur de la rédaction, donc ça suppose que je dois organiser, toutes les publications, sur, mes médias. Donc, pour le monde du droit, j'ai ce qu'on appelle un planning éditorial. Donc comme c'est un quotidien, donc j'ai un planning sur, alors j'essaye sur plusieurs semaines. En général, c'est plus un planning hebdo, je le fais semaine par semaine, où je vais, planifier, une interview, un article, de fond sur tel sujet. Je vais avoir peut-être des conférences de presse pendant cette, semaine-là, donc j'aurai la restitution que je vais planifier. Donc je planifie tous mes contenus de manière à ce que j'ai, tous les jours, que je sois assuré d'avoir, 1 ou plusieurs articles, dans ma publication. Voilà. Donc l'idée, on tourne sur le monde du droit entre, je crois que ça doit être entre 20 et 30 articles par jour. Je les écris pas tous, je ne pourrais pas écrire 30 articles par jour, au contraire, bien au contraire, j'en serais incapable. Mais du coup, je fais appel à, des avocats, des juristes qui écrivent, sur le monde du droit. Et puis il y a tout un tas de, comme je vous ai dit, de reprises de communiqués de presse, pour des informations, je dirais, qui appellent pas de valeur ajoutée du journaliste, ou telle création de cabinet par exemple, voilà, des informations, qu'on peut reprendre telles quelles. Donc cette partie, planning éditorial est extrêmement importante et elle prend beaucoup de temps. Donc c'est là une grosse partie de mon travail, c'est d'organiser ces publications et de faire en sorte, bah, d'essayer de balayer un peu tous les sujets, du moment, sachant que, comme vous le savez, l'actualité juridique est très riche. Donc c'est pas forcément évident de traiter, tous les sujets. L'idée aussi, bah, on regarde tous les uns et les autres ce que font les confrères et consoeurs. Donc l'idée, c'est de trouver aussi des angles originaux parfois, voilà, pour pas répéter le Xème article sur la question. Après, quand il y a la loi Dupond-Moretti, on est tous obligés de la faire, hein, voilà. Donc après, il faut essayer de trouver, l'information que les autres, n'ont pas trouvée, voilà, ou la traiter un peu différemment. Donc ça fait partie aussi, le choix de l'angle éditorial est extrêmement important, dans le rôle du journaliste juridique. C'est aussi comme ça que vous allez, définir votre politique éditoriale. Donc un autre aspect, du rôle du directeur de la rédaction, du rédacteur en chef, c'est de définir la politique éditoriale, c'est-à-dire la façon dont vous allez traiter, l'information. Donc, voilà, donc ça, c'est extrêmement important. C'est ce qui va définir un peu, l'ADN de votre publication. Donc et après, il faut se tenir à cette, charte, cette politique éditoriale. On fait aussi une charte éditoriale, c'est le pendant de la politique éditoriale, où on va décrire la façon dont, sont, écrits un peu les contenus, donc les titres, les chapeaux. Il y a tout, alors le chapeau, c'est, le petit texte qu'il y a sous le titre, qui explique ce qui va être contenu dans le développement de l'article. La façon dont on va illustrer les articles avec les images. Donc il y a tout un tas de choses, d'éléments qui vont être dans cette charte éditoriale, et tout ça, ça fait, l'identité de votre média. Voilà, et donc le journaliste, quand il rentre dans une rédaction, et ben,
il accepte aussi cette identité éditoriale. Bah, vous le savez déjà dans la presse nationale, on sait, que Le Figaro, bah, c'est pas Libération, voilà. C'est ça, il y a la ligne éditoriale derrière qui fait qu'on reconnaît, que l'article a été écrit, dans tel titre et pas dans un autre. Donc ça, c'est extrêmement, important. La ligne éditoriale, la charte éditoriale, je vous ai dit la représentation, il y a l'aspect donc écriture web quand on est sur le web, mais dans les journalistes juridiques, il y en a qui écrivent que pour le papier, il y en a qui font les 2. On est de plus en plus, bah, pour ceux qui ont du papier, ils sont de plus en plus bimédias. Avant, on avait vraiment des rédactions séparées. Maintenant, c'est un peu moins le cas. Enfin, encore, ça dépend des titres. Donc comme ça vous a été dit, je suis aussi président des journalistes du Cercle des journalistes juridiques. Donc c'est une association qui a été créée, par 6 de mes consoeurs en 2017. L'objectif, c'était de donner corps à justement, à représenter les journalistes juridiques parce que, jusqu'en 2017, il y avait simplement l'association de la presse, judiciaire, donc qui représente un des aspects du journalisme juridique, ce sont les chroniqueurs judiciaires, c'est-à-dire tous ceux qui rédigent, des articles suite, à ce qui se passe dans les tribunaux, hein. Ils vont dans les tribunaux et ils vont vous expliquer, de quoi l'affaire retourne. Aussi bien ça peut être les chroniques de faits divers dans la presse, nationale, qu'on connaît, mais ça peut être aussi dans la presse juridique aussi, on va aussi bien les affaires criminelles que civiles, avoir des décryptages de telle ou telle, décision. Donc il y avait cette association qui existe toujours, l'association de la presse judiciaire et mes consoeurs ont décidé de créer, donc le cercle des journalistes juridiques pour pouvoir justement représenter les journalistes juridiques, donc qui écrivent à la fois dans la presse nationale et la presse spécialisée, et qui font ce que je vous ai décrit, à savoir des articles juridiques sur l'actualité juridique. Et donc aujourd'hui, on est à peu près 25 membres, aussi bien dans la presse, nationale, comme il y a quelqu'un qui est aux Échos, que dans la presse spécialisée, comme moi, donc aussi bien des salariés que des pigistes, donc puisqu'on peut être, donc moi je suis salarié, mais il y a des journalistes qu'on appelle qui sont indépendants, qui sont pigistes. C'est-à-dire qu'il y a des rédactions qui vont les contacter et leur dire: «Bah, j'ai besoin de tel article sur tel sujet, est-ce que tu peux me faire ça?» et ils sont payés ce qu'on appelle à la pige. Donc, il y a un prix selon la pige. Après, chaque journaliste, fait un peu son prix, mais il y a un «prix du marché» entre guillemets. Et donc, on regroupe à la fois des journalistes salariés que des journalistes, pigistes à la fois donc dans la presse nationale et spécialisée. Et donc l'idée de cette association, c'est justement de pouvoir partager, notre pratique professionnelle, améliorer, notre pratique et d'avoir un lieu convivial aussi pour se retrouver. Un autre aspect, de notre métier maintenant, c'est beaucoup les réseaux sociaux aussi, notamment pour les publications web. Vous le savez, vous êtes aussi présent sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement important puisque notamment Twitter, c'est le média de l'immédiateté. Donc les journalistes sont très présents sur les réseaux sociaux parce qu'une fois qu'on a une information, on sait que maintenant la durée de vie de l'information directe du scoop, parfois peut être, très réduit et donc parfois on a intérêt à passer l'information, sur les réseaux, avant même notre propre média, quitte après à la développer, dans notre média. Donc c'est extrêmement important d'être présent sur les réseaux sociaux. Donc on est tous plus ou moins actifs. Alors moi, je suis assez présent sur Twitter et LinkedIn, moins sur, Facebook, mais ça permet justement, bah, de pouvoir toucher davantage de gens. Aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai à peu près, un peu plus de 10 000 abonnés sur Twitter. Le Monde du droit en a plus de 24 000. Sur LinkedIn, le Monde du droit va approcher les 40 000, abonnés. Moi-même, j'ai 10 000 abonnés et du coup, ça me permet de toucher à la fois des gens, qui sont du métier, mais aussi dans mes relations, voilà et dans les gens qui sont sur les réseaux sociaux, je peux toucher des chefs d'entreprise, des politiques
qui sont pas forcément dans mes lecteurs, mais qui peuvent être intéressés par l'actualité juridique. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est à la fois pour pouvoir fidéliser aussi ses lecteurs et montrer qu'on est toujours au fait de l'actualité, mais c'est aussi, pour étendre, son lectorat et gagner, voilà, de nouveaux lecteurs. Donc, en ce qui me concerne, c'est extrêmement, important d'être présent, sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que j'y suis, assez, actif. Alors après, on peut pas, tous les jours, y être présent comme on le veut, mais j'essaye au moins d'y aller quotidiennement et aussi ça permet l'avantage des réseaux sociaux, c'est que ça crée aussi un lien avec ses lecteurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi vous interpeller par rapport à vos articles et vous allez pouvoir, réagir par rapport à ce qu'il vous a dit, commenter, expliquer, voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce que, bah, tous quand on écrit, il y a une part, forcément de subjectivité, quand on a dans son article, alors encore plus quand c'est un parti pris, quand c'est un éditorial, hein, et donc c'est bien d'être confronté aux autres et d'avoir des avis différents et de savoir ce que vos lecteurs, pensent de votre article, voilà. Parce que quand vous avez des statistiques de lecture, bah, vous savez que, il y a eu tant de lecteurs, mais vous savez pas finalement ce qu'ils pensent. Donc là, avec les réseaux sociaux, vous avez, un retour, voilà. Et parfois on est surpris de l'intérêt, que peut avoir tel ou tel article. C'est pas toujours les articles dont on pense qu'ils vont être, les plus lus qu'ils le sont ou plus appréciés. Voilà, parfois on a des surprises. Bon, souvent on sait à peu près ce qui marche, hein, voilà, on a des sujets qu'on a identifiés, qu'on sait qu'ils vont marcher, voilà, donc on suit activement, et dont on sait qu'il y aura des lecteurs. Bon, là, c'est clair que sur la loi Dupond-Moretti, on sait que ça va intéresser, qu'il y a plein de questions qui se posent. Donc on ne se fait pas de doute sur la consultation de l'article. Mais il y a des sujets parfois qui sont techniques, dont on pense que ça va intéresser que très peu de gens, mais on a choisi de faire l'article parce qu'il nous a semblé quand même intéressant et parfois pour être surpris, parce qu'on a beaucoup de lecteurs, beaucoup plus de lecteurs qu'attendu. Voilà et à contrario, parfois on pensait, avoir, plein de lecteurs et puis on est déçu parce qu'au final, on a moins de lecteurs qu'attendu. Voilà, ça fait partie aussi, du «jeu» entre guillemets, du défi du journaliste, d'essayer d'intéresser ses lecteurs. Il faut, savoir se renouveler, se remettre en question. Alors on a toujours, comme je l'ai dit, il y a toujours des sujets, qui reviennent, mais après il faut trouver des angles intéressants, trouver, des interlocuteurs, pas toujours faire parler, les mêmes personnes. Donc ça, c'est extrêmement important de, pas toujours avoir les mêmes personnes qui interviennent dans votre média, même si vous avez des points de référence, toujours des gens avec qui vous avez l'habitude de travailler et voilà, qui vont vous faire, des décryptages de telle ou telle information. Mais c'est important, en tout cas en ce qui me concerne, de varier, les plumes, les points de vue, de manière à avoir une vue d'ensemble sur l'actualité, juridique. Voilà un peu, ce que je pouvais vous dire là sur la partie, écriture. Après une dernière chose sur les nouveaux formats, peut-être avant de passer à la session questions-réponses. En dehors de l'écriture, le monde du droit a fait l'acquisition d'une chaîne télé qui s'appelle Décideur TV, qui est une web TV, qui a été créée, il y a une dizaine d'années par Thomas Blard, journaliste, à LCI, et donc qui a cédé Décideur TV, au groupe Ficade qui détient Le Monde du droit et ce qui fait que depuis 1 an, donc je fais des émissions juridiques qui sont diffusées, sur Le Monde du droit et sur la chaîne TV Décideur TV. Donc toujours
sur le même modèle que le monde du droit, la version écrite, on va dire. C'est-à-dire que je fais le décryptage de l'actualité juridique dans mes émissions. Donc j'ai une émission qui s'appelle notamment Lex Inside, dans laquelle je reçois, chaque semaine 3 invités pour parler, d'un sujet donné. Donc il y a 3 invités qui viennent dans la même émission sur un sujet différent et en 6 minutes, ils viennent parler, d'un sujet. Donc ça donne au final une émission, de 18-20 minutes à peu près, donc qui est diffusée sur le web avec, à peu près ça fait entre, 1 000 à 5 000 6 000 vues quoi, pour vous donner, un ordre d'idée, de l'audience. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, mais c'est complètement différent en termes journalistiques parce qu'on ne s'exprime pas comme on écrit. Donc il faut forcément travailler, la préparation de l'émission, différemment qu'on écrit un papier. Donc ça veut dire, alors on prépare pareil, la trame de l'interview, elle va se préparer à peu près pareil, c'est-à-dire qu'on va définir un certain nombre de questions, on va appeler, les gens, qui vont participer à l'émission pour savoir un peu ce qu'ils vont dire de manière à savoir à peu près, quelle va être la teneur des échanges. Mais après dans l'expression, forcément, ça va être différent. Et puis quand on est donc c'est réalisé dans les conditions du direct, donc on va rebondir sur les propos aussi de la personne qui s'exprime, dans l'émission. Donc là aussi, c'est un travail, qui est différent, qui est extrêmement enrichissant aussi parce que, on doit jouer aussi avec les caméras, les regards caméra, avec son interlocuteur, il y a tout un aspect, voilà, un peu enthousiasmant de participer à un projet comme ça. Donc voilà, donc il y a ces émissions, donc il y a Lex Inside et il y en a une autre qui s'appelle Ténor du droit où je reçois plutôt un invité un peu, phare ou un cabinet ou un professionnel du droit sur un sujet donné, mais qui vient parler pendant une dizaine de minutes. Voilà et après il y a d'autres formats, donc ça c'est le format, télé qui se développe de plus en plus d'autres médias, je pense vont se mettre petit à petit à faire de la vidéo sur les aspects juridiques. Et il y a aussi le podcast qui se développe pas mal aussi. Vous avez peut-être vu aussi, où là, c'est des contenus, audio, où là, c'est pareil, c'est plus le format entre guillemets «radio», où on va aller le programme podcast, j'en ai fait quelques-uns, il se prépare pas, pardon, de la même manière que, on écrit, un papier, donc là aussi, il y a le travail de la voix, donc il y a pas mal de choses, mais tout ça vous montre aussi la diversité du métier de journaliste juridique. Donc, c'est à la fois il y a plein de choses à faire, donc il y a le côté, écriture à la fois, dans une publication papier, mais aussi web, voire les 2. Le côté podcast, la vidéo, voilà, il y a plein de choses. Après si on parle débouché, c'est quand même un petit milieu. Il y a pas énormément de postes aussi, les rédactions sont plutôt petites, voilà. Mais après il y a des opportunités, hein, comme tous, il y a quand même des postes qui se créent et cetera. En tout cas, c'est extrêmement, passionnant si vous aimez suivre l'actualité juridique. En tout cas, moi, je vous encourage, si vous êtes intéressé à regagner cette profession, voilà, il y a plein de choses, à faire et je pense que ça peut bien prolonger les études juridiques. Voilà, j'en suis une illustration, mais il y en a plein d'autres au sein du cercle des journalistes juridiques et dans la profession. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Si vous en êtes d'accord, je vous propose de passer à la partie questions-réponses, et après je pourrais justement, vous apporter des précisions si vous le souhaitez, par rapport à mes propos. Oui, justement, nous allons passer donc à la phase des questions. Nous avons certaines questions d'étudiants qui n'étaient pas là pour le Zoom. Du coup, nous avons Mmh. certaines questions que nous pouvons poser. Première question, selon vous, quelles qualités sont indispensables pour exercer ce métier? Alors les qualités, je l'ai un peu dit au tout début de mon introduction, alors d'abord l'aisance relationnelle et rédactionnelle, c'est-à-dire déjà, il faut savoir écrire.
Mais comme je l'ai dit, vous les juristes, vous avez une bonne base de départ puisque vous savez tous, toutes et tous, écrire. Il faut avoir une aisance relationnelle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'aller vers les autres puisque, bah, pour réaliser une interview, pour se renseigner et ben, soit il faut prendre son téléphone, soit il faut aller rencontrer les gens et donc il faut être plutôt, à l'aise dans le rapport à l'autre. Il faut être curieux parce que, comme je l'ai dit, on peut vous présenter des informations et il faut questionner ces informations et se dire: «Est-ce que c'est vraiment, comme ça que ça se passe quand on vous délivre des informations? Est-ce qu'il n'y a pas des choses cachées?» Ou vous-même quand vous analysez quelque chose, il faut vous demander: «Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à apporter par rapport, à votre papier?» Donc il faut être, curieux et il faut avoir un bon esprit de synthèse, comme je l'ai dit, pour présenter les choses, correctement, de manière à ce que vos lecteurs, comprennent le sujet et donc avoir cet esprit de vulgarisation, de rendre intelligible le droit. C'est-à-dire d'essayer, dans des sujets qui parfois, même souvent peuvent être techniques, d'avoir envie de simplifier les choses et de manière à faire comprendre de quoi il s'agit, à vos lecteurs. Voilà. Je vous remercie. Nous allons passer à la deuxième question. Avec quoi vous vous informez afin d'être au courant de l'actualité juridique? Et est-ce que vous variez les plateformes? Alors, ça aussi, j'en ai parlé un petit peu, avec quoi je m'informe. Donc il y a le réseau, donc c'est-à-dire les gens, que je connais, qui sont dans mon entourage. Déjà les 1 personnes qui, ce sont celles que j'ai rencontrées dans les cabinets d'avocats. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai commencé chez Gide et Landwell, devenu PricewaterhouseCoopers société d'avocats et donc ça fait partie des premières personnes qui m'ont informé, sur telle ou telle actualité et puis petit à petit dans ma carrière, j'ai fait la rencontre de plein de personnes et donc, ces personnes, me proposent un certain nombre d'informations. Ensuite, il y a des gens qui m'appellent à la rédaction ou qui m'envoient des mails, pour me faire part de telle information. J'ai telle information, est-ce que ça vous intéresse, de la traiter? Et je suis à votre disposition pour en parler. Il y a les communiqués de presse, dont je vous ai parlé, les conférences de presse aussi où on nous adresse un certain nombre d'informations. Et puis effectivement, il peut y avoir aussi d'autres sources, ça peut être aussi des confrères qui sortent des informations et ben et donc là, on va voir de quoi il s'agit. Si ça nous intéresse, on va vouloir aussi traiter l'information ou ça peut être d'autres émetteurs, d'autres sites web qu'on suit et donc c'est pareil, on va aller, voir cette information, la vérifier et au besoin interroger d'autres personnes. Comme je vous l'ai dit, l'intérêt c'est pas de refaire la même actualité. On peut traiter la même information, mais à chaque fois différemment avec, sa couleur éditoriale, sa plume et cetera. Donc voilà un peu les sources d'information. Merci. Une prochaine question. Pensez-vous qu'il est possible d'effectuer un stage et si oui, quels sont les profils retenus? Alors oui, il est possible de faire un stage. Comme je l'ai dit, actuellement, j'ai une stagiaire, à la rédaction. Elle qui a fait une école de journalisme à Paris et qui avait fait du droit en parallèle et donc elle cherchait un stage et elle est là depuis le début de l'année. Et donc les profils, donc c'est soit des personnes qui ont fait des études de droit comme vous, soit, des personnes qui ont fait des études de journalisme. Alors je prends pas avant bac+3, parce qu'après c'est trop jeune et il y aura l'écriture va pas être assez, fluide, je dirais, voilà, moi au contraire, moi j'aime bien accueillir des stagiaires, dans la rédaction pour, écrire des articles, assister à des conférences de presse, assister à des tables rondes. Alors évidemment, actuellement, c'est en visioconférence, mais moi ça m'est, d'une aide, voilà, c'est très utile d'avoir des stagiaires et je pense que pour les stagiaires, ça permet aussi
de se faire une idée de ce qu'est le journaliste juridique quand alors soit, on a déjà dans l'idée d'être journaliste juridique, soit on ne sait pas ce qu'on veut faire et ça permet le stage, c'est une bonne occasion, bah, de savoir, où on en est et de confirmer ou pas, cette envie d'être journaliste juridique et donc moi je vous inviterais, à celles et ceux qui veulent, alors je ne pourrais pas accueillir tout le monde, mais vous pouvez toujours postuler et je pense que je rechercherai quelqu'un. Donc là, la personne est là jusqu'en juin, peut-être pas cet été, mais vraisemblablement en septembre. Voilà, par exemple, en ce qui me concerne. Mais vous pouvez contacter d'autres rédactions aussi voilà, qui accueillent des stagiaires. Je vous remercie. Prochaine question, pensez-vous qu'il est nécessaire d'être imaginatif, créatif, pour exercer ce métier? Imaginatif, créatif, alors je dirais curieux comme j'ai dit, imaginatif, oui, pourquoi pas, ça va aussi ensemble. Je dirais que disons qu'il ne faut pas prendre les informations comme j'ai essayé de vous le faire passer, comme, étant acquises. Quand on vous donne une information, bah, bien toujours l'émetteur de l'information a toujours une idée en tête. Donc en ce sens, il faut être imaginatif en se disant: «Mais, qu'est-ce qu'il a voulu dire et qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre information?» C'est bien d'être aussi d'imaginer quelle pourrait être et effectivement, quand on a, des problématiques juridiques, d'essayer d'imaginer les solutions à venir et de proposer dans son article d'autres solutions. Le journaliste aussi, il peut être, apporteur de solutions et en ce sens, il peut être imaginatif, je pense. Merci. Quelles sont les évolutions possibles de votre métier? Alors les évolutions, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Alors si on pense évolution au sens, le journaliste juridique, comment il peut évoluer? Le métier, il évolue. Donc je vais répondre aux 2 questions parce que je ne suis pas sûr de comprendre bien le sens de la question. Le journaliste juridique, comment il peut évoluer? Le journaliste, ben, en général, il va pas commencer rédacteur en chef. Donc, il commence journaliste juridique, dans la rédaction et après il peut être si c'est une grosse rédaction, si c'est un gros titre dans la presse nationale, il y a des chefs de rubrique. Bon, ben, parfois il y a des sous-chefs de rubrique et cetera. Donc le journaliste, il peut évoluer comme ça, dans les grosses rédactions quand je pense, au Monde, aux Échos, voilà, au Figaro et cetera. Donc il peut évoluer, il peut commencer journaliste, en bas de l'échelle, on dirait, de la rédaction et après devenir, sous-chef de rubrique, puis chef de rubrique et cetera, à monter, responsable, de tel titre aussi, parce qu'il peut y avoir plusieurs titres aussi dans une rédaction, jusqu'à devenir après, bah, c'est un rédacteur en chef qui est, la position la plus haute dans je dirais dans le journalisme juridique, rédacteur en chef de la publication. Après, si je prends la deuxième possibilité offerte par la question, c'est-à-dire comment le métier de journaliste juridique peut-il évoluer? C'est un peu ce que je vous ai dit dans la fin de mon intervention. C'est, par les biais des nouveaux formats, donc notamment la vidéo qui est peu présente dans le journalisme juridique, mais qui commence à se répandre pas mal, le podcast. Voilà, donc ce qui est des nouveaux formats, bon, qui sont plus très nouveaux dans le journalisme, mais dans le journalisme juridique qui sont assez, récents. Et ensuite, bah, il y a l'aspect aussi réseaux sociaux, être présent sur les réseaux sociaux, publier, souvent et c'est comme ça que le journalisme juridique, il évolue aussi. Voilà, ça fait partie des voilà les points que je voulais soulever par rapport à cette question. Merci. Pourriez-vous nous décrire une journée type? Alors, ça, c'est une bonne question, et j'ai tendance à dire qu'il y a pas de journée type, en fait. Pourquoi? Parce que alors, il y a quand même des choses qui sont récurrentes, c'est regarder ses mails, son téléphone, voilà, on va checker un peu si on a, des informations qui nous arrivent. Parfois on peut avoir des interviews, qui sont déjà programmées, donc pour une journée, on peut avoir plusieurs choses qui sont programmées, mais souvent, dans la journée du journaliste, il y a plein d'imprévus, c'est-à-dire qu'il y a des communiqués de presse qui tombent,
Il y a des conférences de presse aussi qui se montent, et donc ce qui fait que, on avait peut-être imaginé, que la journée se passerait de telle manière. On pensait peut-être écrire un article qui est pas urgent et en fait, la journée, elle va être, bousculée parce qu'il y a des informations importantes. Un ministre va faire une conférence de presse, pour annoncer telle chose, ou il va y avoir un communiqué de presse extrêmement important que vous allez devoir traiter tout de suite. Donc en fait, il y a pas de journée type. Il y a des choses qui sont récurrentes, c'est-à-dire, regarder ses mails, téléphone, écrire des articles, planifier des interviews. Moi, je vous dis, je fais toutes les semaines, je fais des émissions, télé, donc qui sont programmées dans des créneaux, donc ça bouge pas et il y a beaucoup de choses qui sont indépendantes de notre volonté et qu'on doit, traiter parce que c'est l'actualité qui commande. Alors c'est moins fréquent dans la presse juridique que dans la presse nationale où c'est vrai qu'on a moins d'informations extrêmement importantes, hein, qu'on doit traiter tout de suite. Mais en tout cas, régulièrement, on a des informations qui tombent et que l'on doit traiter vite et notre journée est vite chamboulée. Voilà. Merci. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? Ah, ça c'est une bonne question. Moi, ce que je préfère, c'est l'interview en général parce que j'aime bien rencontrer, les personnes et apprendre de nouveaux sujets et donc c'est vrai que j'aime bien, le format interview, où, je vais découvrir un nouveau sujet que je ne connais pas justement et l'intérêt, je pense, de ce métier, c'est de pouvoir, aussi bien, parler, de fusion-acquisition, que de sûreté, que de vente, que voilà, il y a que de blockchain, que de voilà, il va y avoir plein de sujets, extrêmement, variés, de complexités juridiques, différentes et ce qui est intéressant, c'est essayer de découvrir ces sujets, de découvrir les problématiques, juridiques et moi, ce que j'aime bien, c'est justement que c'est de découvrir, plein de sujets et en fait, ce qui est bien, c'est que le droit, permet justement une variété de sujets puisque comme vous le savez, ça bouge assez, souvent et donc ce qui permet de jamais s'ennuyer. Merci. Est-ce que vous aviez de bonnes notes en études supérieures? J'aime bien cette question. Alors je me considère comme un élève, on dirait un étudiant moyen. Non, j'étais pas extraordinaire, voilà et je dirais, peut-être j'ai pas forcément une plume extraordinaire. Par contre, je pense ce qui fait ma force, alors je sais rédiger, hein, c'est pas je vais pas vous dire de bêtises. Je crois ce qui fait ma force, c'est de savoir identifier les bons sujets, qui vont intéresser mes lecteurs, et les traiter assez rapidement. Je crois que, ce qui est moi, en tout cas, ce que j'aime, c'est essayer d'avoir une actualité qui a pas été traitée ou trouver un angle un peu, original, différent, des autres. J'étais un des premiers, par exemple, à faire de la vidéo juridique et j'ai fait, par exemple, pas mal de vidéos avec mon smartphone équipé d'un micro. Voilà, pour avoir les 1 vidéos, sur une réaction sortie de table ronde d'un avocat, d'un ministre, d'un expert de tel ou tel sujet. Et donc, voilà, non, j'avais pas de notes extraordinaires, j'étais pas mauvais non plus, j'étais plutôt moyen, voilà. Je vous remercie. Écrivez-vous simplement des articles en lien avec la justice? Alors pas forcément en lien avec la justice, par contre en lien avec les professionnels du droit. Donc j'écris des articles qui intéressent les professionnels du droit, mais ça peut être aussi sur la vie des affaires, la vie économique, parce que, mes lecteurs s'intéressent, bah, par exemple à la crise qu'on connaît, s'intéressent aux conséquences de la crise sur leur activité. Voilà, donc je n'écris pas forcément sur la justice, mais forcément il faut que c'est un lien avec les professionnels du droit, que ce soit des avocats, des magistrats, des juristes, en lien avec les questions qui les intéressent. Donc je vais pas,
m'intéresser à un sujet comme ça, de prime abord parce qu'il est intéressant, mais parce qu'il est en lien avec mes lecteurs. La question que je dois me poser: «Est-ce que mes lecteurs sont intéressés par tel sujet?» C'est comme ça que je fais mes choix, de sujets, c'est-à-dire que voilà, si j'écris sur tel article, c'est que je pense que mes lecteurs vont être intéressés et qu'ils vont le lire. Merci. Prochaine question, quel est le parcours pour y arriver? Est-ce que par hasard, il y a un parcours type avec des passages obligés ou est-ce qu'il faut un diplôme particulier? Alors, parcours type, je vous l'ai dit, non. Par contre, c'est vrai que si vous passez maintenant, il y a les cursus, il y a Aix-Marseille, il y a Paris 2, je vous ai dit, communication juridique et sociologie du droit et de la justice, qui sont pas mal parce que c'est des formations maintenant dédiées pour les journalistes juridiques. Voilà, donc ça, c'est vrai que ça vous forme, bien à ce que sera le journal votre vie de journaliste juridique si jamais vous destinez à cette profession. Ensuite, il y a les écoles journalistes, traditionnelles, donc et après vous pouvez, vous orienter vers le droit et c'est mieux d'avoir une spécialisation dans le droit, d'avoir fait des études de droit en parallèle, parce que ce sera plus facile pour vous par appréhender, après, le journalisme juridique. Après, vous pouvez très bien moi j'ai des confrères, des consoeurs qui ont fait, que du journalisme et qui ont appris, le droit «sur le tas» entre guillemets. Vous pourriez très bien avoir fait une école de journaliste et faire du journalisme juridique après, sans souci, parce que vous avez la base de l'écriture, et puis aussi du travail du journaliste. Donc voilà. Donc je dirais il y a 2 écoles, il y a aussi, il y a soit les écoles de journalistes, soit les gens aussi qui sont de formation, juridique comme moi et qui deviennent, journalistes sur le tas aussi. Donc par exemple, une de mes consoeurs, Valérie de Senneville, qui écrit aux Échos, qui elle n'a pas de formation, de journaliste aussi, elle était juriste, aussi et elle est devenue journaliste, voilà, elle tient la rubrique droit des Échos, par exemple. Merci. Est-ce qu'avoir un réseau, est déterminant pour réussir et si oui, comment le constituer? Alors oui, c'est important, d'avoir un réseau, et comment le constituer? On le fait au fil de l'eau. Bah, au départ, on part de zéro, voilà, on connaît personne et vous allez réaliser une première interview, bah, ça va être votre premier contact et puis une deuxième. Vous allez assister à une table ronde et pareil, vous allez échanger avec les intervenants, vous allez prendre les contacts. Il y a des gens qui vont vous appeler, ils vont repérer vos articles, hein, et puis ils vont vous appeler, vous appeler, vont dire: «Ah, je trouve intéressant ce que vous faites». Ils vont vous transmettre des informations et petit à petit, voilà, vous allez vous constituer votre réseau et ça vous permettra, bah, par exemple, vous allez connaître un avocat, en droit social et vous allez vouloir faire un article sur, les nouvelles dispositions en matière de licenciement économique et bah, parce que vous avez cet avocat en droit social dans votre réseau, et qui a une réforme sur le licenciement économique, bah, vous allez appeler ce contact-là. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est important parce qu'après, quels que soient les sujets que vous aurez à traiter, si vous avez déjà des gens dans votre réseau, bah, vous allez pouvoir solliciter ces gens qui font partie de votre réseau pour pouvoir bah, constituer votre article. Et après, voilà, bah, ça se construit petit à petit et voilà, et c'est extrêmement important. Merci. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les missions précises du journaliste juridique? Ah, alors les missions précises, bah, rédiger des articles, suivant la fréquence, ça peut être, quotidiennement, ou plus ou moins régulier, hein. Donc moi, c'est quotidiennement, mais par exemple, il y a des hebdos, mais vous allez, rédiger quand même des articles, tous les jours, mais par contre là, ils seront publiés, de manière hebdomadaire. Par exemple, si vous travaillez dans un hebdo, un mensuel, bah, ce sera plus espacé. Donc ça va être écrire des articles, ça va être se renseigner, sur des informations, donc passer des coups de téléphone, des mails, pour prendre les informations. Assister à, des conférences de presse, ou des visioconférences de presse maintenant. Voilà, assister à des événements, heu donc des tables rondes comme je l'ai dit, ou maintenant donc les tables rondes en visioconférence.
Et ça peut être aussi, comme je l'ai dit, mais ça dépend des publications, donc aussi animer, des événements, mais c'est plutôt, je dirais, accessoire. Donc c'est écrire des articles, s'informer, et assister à des événements, voilà, pour résumer. Merci. Et enfin, dernière question du Google Doc. Comment les journalistes juridiques arrivent-ils à accéder aux audiences importantes et à approcher les avocats ou les magistrats? Ah, ça, c'est extrêmement c'est une très bonne question, comment, assister aux événements et cetera? Alors déjà, il y a un certain nombre d'événements auxquels les journalistes, sont conviés. Donc, soit par le biais de communiqués de presse, de conférences de presse, comme je l'ai dit. Et si vous n'êtes pas convié, bah, vous allez essayer vous avez appris qu'il y avait, une conférence de presse ou une audience, par un confrère, une consoeur, et ben vous allez ce qu'on appelle, vous allez vous accréditer. C'est-à-dire que vous allez demander, à la responsable de presse qui organise, ou la responsable de la personne qui tient, au palais, qui s'occupe de ça, vous allez demander à pouvoir assister à l'audience. Alors les audiences sont publiques, vous pouvez y aller, hein. Mais quand c'est pas public, effectivement, là, il faudra demander, une autorisation. Est-ce que c'est ouvert à la presse? Parce que parfois, il peut y avoir aussi des audiences, comme vous le savez, qui ne sont pas ouvertes à la presse. Voilà, donc il faut s'accréditer si vous n'êtes pas déjà, si on vous a pas envoyé l'information, donc vous vous accréditez. Donc c'est le cas, par exemple, pour les conférences de presse de la chancellerie ou d'autres, ministères où il faut s'accréditer. Comme ça, eux, ils savent aussi les journalistes qui seront présents, et si vous n'êtes pas accrédité, vous n'êtes pas autorisé à assister à l'événement. Voilà, il y a des événements qui sont, que sur accréditation, pardon. Et par contre, à contrario, il y a des événements qui sont carrément ouverts, et là, on vous demande même pas, on vous demande rien. Donc vous pouvez y aller comme ça. Voilà. Merci. Nous allons donc passer maintenant aux questions du Zoom. Avez-vous fait des comptes rendus de débats parlementaires? Alors moi, je fais très peu, non, je fais pas de compte rendu de débat, parlementaire. Il y a, certains de mes confrères et consoeurs qui le font, oui, oui, bien sûr. Moi, je le fais pas. Par contre, ce matin, par exemple, j'ai publié un, mmh, un papier sur une mission, sur la difficulté sur les entreprises en difficulté, pardon, une mission parlementaire, qui est menée, par un député des Pyrénées-Orientales, Romain Gros. Donc je m'intéresse au travail parlementaire, mais je ne fais pas tout ce qui est débat parlementaire. Alors ce que je fais, c'est que je suis les travaux parlementaires des grands projets de loi, voilà, en général, mais je vais pas, faire à chaque lecture, bah, je dirais que je suis les gros textes, mais je fais pas le compte rendu des débats. Ça va être plus dans un papier où je vais donner l'avancée, des débats parlementaires sur la question. C'est pas un compte rendu, in extenso des débats. Mais je peux, effectivement, je vais regarder sur la loi Dupond-Moretti, je vais suivre les débats et regarder dans quel sens ça va, si telle ou telle disposition est supprimée. Par exemple, sur les audiences filmées, je vais regarder, savoir comment ça évolue. Est-ce qu'il y a des nouvelles garanties qui sont, attachées, d'autres pas, et cetera. Donc, forcément, je vais m'y intéresser, mais je ne vais pas faire un compte rendu, en intégralité de ce qui s'est dit. Voilà. D'accord, merci. Prochaine question, le métier de journaliste juridique se focalise-t-il uniquement sur l'actualité juridique ou judiciaire, ou est-ce qu'il peut toucher d'autres sujets comme la géopolitique ou certains autres sujets politiques ou sociétaux qui peuvent être, intéressants d'aborder au point de vue du droit? Alors, c'est une bonne question. Je m'intéresse plutôt moi, ma ligne éditoriale, c'est plutôt de m'intéresser à l'actualité juridique, donc je m'intéresse très peu à ce qu'il y a autour.
Maintenant, c'est intéressant. Donc, par exemple, j'ai traité il y a pas longtemps dans le cadre d'une émission, Lex Inside, les risques psychosociaux des avocats. Les risques psychosociaux, ça touche toutes les professions et ce qui était intéressant, c'est de voir aussi que les avocats étaient touchés et de ce point de vue-là, c'était intéressant de traiter la question. Mais après, je n'aurais pas traité les risques psychosociaux au sens général. Forcément, je vais le mettre sous un angle, qui intéresse mes lecteurs, donc sur l'angle avocat, ça aurait pu être, par exemple, je pourrais très bien le faire sur l'angle, magistrat, les risques psychosociaux des magistrats et de voir au regard de leur charge de travail, quels peuvent être, les risques psychosociaux, par exemple. Voilà. Merci et enfin dernière question, notamment par rapport à votre parcours. Est-ce que, vous conseillez peut-être un parcours assez généraliste qui permet de toucher à plusieurs sujets ou un parcours un peu plus spécifique? C'est une question qui est pas facile, j'aurais du mal à conseiller un parcours, spécialisé, parce que moi je l'ai pas fait. Après moi j'avais l'avantage, d'avoir fait les études de droit et c'est vrai que c'est pas mal, je pense d'avoir fait des études de droit pour être journaliste juridique. C'est plus facile après pour écrire, pour comprendre, les problématiques juridiques. Je pense que moi, je dirais que je pense que c'est bien d'avoir fait du droit parce qu'on va mieux comprendre les problématiques juridiques qui sont souvent complexes. Voilà. Après, comme je l'ai dit, c'est pas, si vous passez par une école de journaliste, voilà, ça peut le faire aussi, hein. Mais je dirais que c'est vrai qu'en plus, comme je m'adresse à vous, étudiants en droit, moi, je trouve que c'est bien d'avoir fait, un cursus juridique avant de se lancer dans le journalisme juridique, parce que ça peut être compliqué voilà, de comprendre les enjeux, juridiques de tel ou tel sujet. Merci et enfin, il y a une dernière petite question. Est-ce que c'est possible que vous nous laissiez vos coordonnées, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, pas de souci, Je bah, vous vous remercie. vous qui avez organisé, vous les avez, donc je vous autorise à les communiquer, aux étudiants qui le souhaitent et si, d'aventure vous avez des questions, après, ce live qu'on va clôturer, vous pouvez me les adresser aussi, je vous y répondrai volontiers, avec plaisir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Du coup, s'il n'y a pas d'autres, questions, je pense qu'on peut clôturer la présentation. Donc, bah, déjà merci à monsieur Dumouriez d'être venu. C'est très gentil de nous avoir présenté votre métier et merci, à tous les étudiants présents. Si possible, la visioconférence sera, diffusée, enfin revisionnable, pardon, sur, le site de l'ACID, ainsi que toutes les conférences sur tous les autres métiers qui ont lieu depuis le début de la semaine. La dernière conférence aura lieu ce soir à 17h sur le métier de compliance officer. Donc, voilà, merci beaucoup et bonne journée. Merci à toutes et à tous et puis bonne continuation, bon courage. Merci beaucoup, Merci, vous Au monsieur. aussi. revoir, Merci merci. monsieur, au Au revoir. revoir. Au revoir.